Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le live des pros de la petite enfance. Nous sommes en direct sur la page Facebook de la métropole de Lyon, en direct depuis le relais petite enfance Les Bouts de Chou à Rieux-la-Pape, qui nous fait l'amitié de nous accueillir, et c'est pas peu dire, parce qu'on y a mis un beau bazar. Promis Marjorie, on rangera tout après pour que les assistantes maternelles et les enfants retrouvent leur lieu préféré dès demain matin. On est ensemble pour environ 1 heure pour échanger avec vous sur des thèmes comme l'alimentation, sur l'hygiène, mais aussi sur les sujets que vous allez amener par vos commentaires. Vous pouvez vous exprimer sous cette vidéo par les commentaires. On essaiera de prendre un maximum de vos témoignages, de vos remarques et de vos questions. Autour de moi ce soir, de nombreuses intervenantes du secteur de la petite enfance sur le territoire de la métropole de Lyon. Je vous présente les personnes qui vont introduire ce direct. Lucie Vacher, bonjour. Vous êtes vice-présidente de la métropole de Lyon, déléguée à l'enfance, à la famille et à la jeunesse. Sandrine Roulet, bonsoir. Vous êtes directrice adjointe de la CAF du Rhône, la Caisse d'allocation familiale. Bonsoir. Marjorie Charlet-Tandil, vous êtes l'animatrice du relais petite enfance où nous sommes installés, et c'est donc vous qu'on remercie beaucoup de votre accueil. Bonsoir. Et puis bonsoir à Alice Gustave-Picouri, vous êtes assistante maternelle à Rieux-la-Pape, pas très loin, et vous êtes aussi présidente de l'association qui gère ce relais petite enfance, Les Bouts de Chou à Rieux. Mais on commence avec vous, Lucie Vacher. Pourquoi est-ce que vous avez voulu ce direct, ces échanges avec les professionnels de la petite enfance qui nous regardent, et aussi peut-être les familles qui peuvent aussi commenter, poser leurs questions? Bonsoir à toutes et tous. Alors, cet événement, il est organisé à l'occasion de la Journée nationale des assistants et assistants maternels, qui aura lieu demain, le vendredi 19 novembre. C'est l'occasion de valoriser ce métier qui est souvent peu connu. Et donc, à cette occasion-là, avec la CAF du Rhône et la métropole, est organisé tout un programme. Cette année, la thématique qui a été reconnue, c'est valoriser le métier des assistants et assistantes maternelles, et puis promouvoir les gestes éco-responsables dans ce métier-là. Parce que ce sont des professionnels qui ont pour qui la priorité est la sécurité et l'accueil dans un environnement sain pour les enfants. Donc ça peut se traduire par une alimentation plus saine, par une réduction des déchets, une réduction également de l'utilisation de produits chimiques. Et finalement, ces thématiques-là ont agrémenté le programme de toute cette semaine sur des animations et ateliers sur les territoires et permet de faire découvrir finalement ce métier aux parents aussi. Pourquoi c'est important pour vous, pour la métropole de Lyon, de valoriser ce métier d'assistante maternelle? C'est un métier qui n'est pas assez reconnu, pas assez mis en valeur? Oui, on l'a vu pendant la crise, notamment la crise sanitaire, où finalement les mesures pour les assistants et assistantes maternelles étaient arrivées un peu après coup. On a vu aussi comme ça a été important la continuité de l'activité pour elles, et comme ça a pu dépanner de nombreux parents. Et puis parce que la métropole donne l'agrément des assistants et assistantes maternelles, et on voit que pour l'instant c'est plutôt en diminution en nombre de professionnels sur le territoire, et qu'il y a toujours un besoin important pour les parents de trouver des modes de garde pour leurs enfants. Merci Lucie Vacher. Sandrine Roulet, quel est le rôle de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, dans les relations entre les familles et les assistantes maternelles? Alors bon, déjà donc merci à nous accueillir dans le relais, et puis pour rebondir sur les propos de Lucie Vacher, partageons l'objectif également de valoriser le métier d'assistante maternelle. Alors comment on accompagne les parents, comment on accompagne les assistantes maternelles? Alors on le fait avec des processus individuels, c'est-à-dire avec les parents en solvabilisant la garde, avec le page emploi, mais pour les assistantes maternelles, surtout, et c'est plus le propos, c'est en les soutenant individuellement quand elles s'installent, avec des primes à l'installation ou encore des prêts à l'amélioration de l'habitat. Et surtout, encore, parce qu'aujourd'hui, on est dans un relais petite enfance, par le biais des relais petite enfance que nous agréons, qui ont changé de nom, puisqu'il s'agissait de RAM, mais le nom a changé. Relais d'assistante maternelle. Relais d'assistante maternelle, oui, pardon pour les acronymes. Maintenant, on a des relais petite enfance dont les missions sont réaffirmées. Et cette mission est bien d'informer les familles et d'accompagner les professionnels avec des missions renforcées que je tiens à souligner, parce qu'elles sont essentielles. Elles vont se mettre en place sur option et vont être accompagnées aussi financièrement par la CAF. Les relais peuvent opter pour une mission de guichet unique sur un territoire. C'est intéressant de pouvoir répondre aux parents à leurs questions sur les différents modes de garde.
Elles vont également pouvoir développer l'analyse de la pratique, et ça, il me semble que c'est particulièrement important pour les assistantes maternelles qu'elles puissent échanger entre elles sur leurs problématiques, alors que finalement elles ne se rencontrent peut-être qu'au relais. Donc c'est aussi une mission importante. Et enfin, une dernière mission renforcée qui est celle de développer une stratégie de communication pour valoriser le métier par des événements comme celui-ci, comme la semaine des assistantes maternelles, mais également en participant à des rencontres, des SPI d'ASMAT. Enfin, il y a plein de choses innovantes à trouver. Et la CAF les accompagne parce qu'on partage vraiment ce souhait d'accompagner. Alors on a notre objectif, évidemment, d'accompagner les familles dans la conciliation vie familiale, vie professionnelle, en leur permettant d'avoir des modes de garde de qualité. Et je crois que les assistantes maternelles, leur participation au relais sont un véritable gage de qualité. Merci beaucoup Sandrine Roulet. J'aime bien la façon dont vous parlez de guichet unique aussi. C'est vrai, dans un quartier, dans un territoire, se dire que toutes les questions liées à la petite enfance, au mode de garde, peuvent avoir comme ça des réponses. On peut pousser la porte, on peut entrer, même si on n'est pas une assistante maternelle, si on est simplement une famille ou bientôt une famille, on peut pousser la porte et poser des questions et avoir des réponses. Marjorie Charlet-Tandil, je disais tout à l'heure que c'est dans votre relais petite enfance qu'on est accueilli. Vous en êtes l'animatrice. Alors évidemment, encore un grand merci évidemment. Est-ce que vous pouvez nous le présenter tout simplement? Ça s'appelle Les Bouts de Chou et c'est au cœur du quartier de la Velette à Rieux-la-Pape. Tout à fait. Donc c'est un relais donc associatif qui est géré par des parents et des assistantes maternelles qui forment un conseil d'administration. Et du coup, il est effectivement situé sur un quartier à Rieux-la-Pape qui est le quartier de la Velette. Voilà, donc on vous accueille dans les locaux qui sont mis à disposition par la ville. Voilà, et dont on bénéficie toute l'année et on accueille les assistantes maternelles, les familles bien évidemment, et puis où on mène plein d'actions en partenariat et des temps d'animation à destination aussi des enfants pour la sociabilisation. Alors, quelle est la spécificité d'un RPE, d'un relais petite enfance, par rapport à d'autres modes d'accueil qu'on peut voir? C'est pas vraiment un mode d'accueil d'ailleurs. Hein. J'allais le dire. Hein. Voilà. Non, mais je vous coupe l'herbe sous le pied. Je sais très bien. Voilà. Donc, on est effectivement missionné. Donc, on a des missions qui sont effectivement dans un référentiel qui nous est délivré par la Caisse d'allocation familiale. Donc, ces missions, alors avec les RPE, effectivement, on peut pas dire des nouvelles missions, mais en tout cas, elles sont d'autant plus identifiées. Donc, on a une mission d'information et d'accompagnement auprès de notre public. Donc, ça peut être, comme vous l'avez signifié, d'accompagner les familles sur les différents modes d'accueil, et particulièrement sur l'accueil individuel. Donc, quand on parle d'accueil individuel, on parle des assistantes maternelles et aussi des gardes à domicile. Ça peut être effectivement de faire du lien entre des assistantes maternelles qui travaillent et qui sont en recherche d'emploi, oui. Du coup, donc de parents employeurs, et puis des parents employeurs qui sont à la recherche d'assistantes maternelles. Voilà, mais ça peut être aussi une mission d'accompagnement des pratiques professionnelles, voilà, où le relais joue un rôle au niveau des actions qu'on peut proposer, en faisant venir des intervenants, en proposant des temps d'animation, en mettant du lien avec les organismes de formation pour des formations que les assistantes maternelles souhaiteraient faire. Des animations aussi bien pour les assistantes maternelles que pour les enfants qu'elles gardent? Alors, des animations, quand on parle d'animation, on parle essentiellement des temps collectifs. Oui. Voilà, donc c'est un temps qui se déroule alors pour notre part en matinée. Ce matin encore ici, il y avait des oui, enfants. Ce matin encore ici. Jusqu'à D'ailleurs, midi. on a joué, puisque c'est la semaine de l'assistante maternelle, on a joué avec un jeu qui nous a été prêté par l'ADES, qui est sur la thématique donc des gestes éco-responsables. Donc, c'est les adultes qui ont joué à un jeu de société ce matin, voilà, et les enfants, bien évidemment, étaient sous le regard d'autres professionnels sur le temps d'animation. Il y a plein d'équipements pour les enfants, on le voit, autour de nous. Bien sûr. Combien de professionnels et d'enfants peuvent être accueillis ici simultanément? Comment Alors, ça se passe? une autorisation de fonctionnement nous est donnée par la PMI. Et du coup, notre autorisation de fonctionnement, on peut accueillir jusqu'à 28 personnes dans nos locaux. Et du coup, on accueille, alors que je vous dise pas de bêtises, jusqu'à 18 enfants. D'accord. Et du coup, 8 professionnels. Alors, on le voit pas parce qu'il fait nuit, mais derrière ces vitres, il y a un beau jardin. Il y a aussi, un joli jardin qu'on utilise plutôt en été. Voilà. Mais bon. Merci Marjorie.
Gustave Picouri, vous êtes l'une de ces assistantes maternelles qui fréquentait ce relais Petite Enfance Les Bouts de Chou à Rieux. Alors, ce relais, on va pas faire une émission entière sur ce relais, mais c'est juste qu'il est représentatif de ce qui se passe, évidemment, sur tout le territoire de la métropole de Lyon. Et vous êtes aussi la présidente, je le disais tout à l'heure, de l'association qui gère ce relais. Vous aimez venir ici avec les enfants dont vous avez la garde? Énormément. Donc autant pour moi en tant que professionnel que pour les enfants et les familles également. Donc c'est un lieu ressource qui nous permet de rompre l'isolement qu'on peut ressentir surtout en période hivernale ou quand il pleut, donc et un lieu d'information également. Parce que ça peut être pesant d'être le seul adulte chez soi avec les enfants qu'on garde et on a besoin d'échanger, on a besoin de... Certains d'entre nous peuvent le ressentir effectivement comme ça. Donc ça nous permet de sortir, de voir d'autres personnes, notre manière de sociabiliser les enfants également. Oui. Donc et nous aussi de discuter sur nos pratiques au quotidien avec des collègues ou avec l'animatrice, avec des intervenants. Donc c'est un plus pour la profession. Donc vous allez venir sur une matinée, 2 matinées par semaine? J'étais ce matin par exemple avec mes enfants en garde. Donc voilà. Donc une fois par semaine actuellement, oui. D'accord. Et alors, comme vous êtes aussi présidente de cette association, vous avez pris des responsabilités, ça vous donne du travail en plus certainement. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? C'est une reconversion de carrière, on va dire, donc un choix de profession, donc une recherche, le pourquoi donc je voulais faire ce métier, donc c'était de l'investissement, parce que ça demande comme beaucoup de patience, d'organisation, d'empathie, de la bienveillance, mais également une autonomie de travail. Donc on est accompagné par la PMI, par la métropole, par tout un organisme, mais au quotidien on est seul avec nos employeurs et les enfants qui on en garde. Et c'est également le côté management qui me manquait. Donc gérer une structure, donc voilà. Donc je combine les deux pour le moment. Formidable. Eh ben, merci beaucoup. Merci de votre regard. On n'a pas votre sourire parce qu'on a les masques. On s'est longtemps posé la question, est-ce qu'on les enlève, est-ce qu'on les enlève pas? La situation sanitaire fait qu'on a choisi de les garder. Tant pis, vous imaginez qu'on est très heureux et qu'on a beaucoup de sourires ici dans cette salle. Mais au moins, on est plus en sécurité. On a déjà des questions qui nous arrivent. Alors, on va les prendre dans un petit moment sur l'alimentation, sur l'hygiène. Et puis à la fin de ce temps d'1 heure, on aura des questions un petit peu d'ordre général. Mais on a déjà une question pour Sandrine Roulet. Est-ce prévu d'ouvrir de nouveaux RPE sur le territoire de Lyon ou de la métropole de Lyon? Alors, les RPE sont gérés par des associations, comme ici, par des municipalités, et sont créés à partir d'un diagnostic de territoire et des besoins en fonction du nombre d'assistantes maternelles. Bien sûr. Donc oui, il y a de nombreux projets qui sont proposés à la CAF, alors qui nous sont aussi proposés parce que nous donnons l'agrément et que nous pouvons également en financer. On a des dispositifs de subvention d'investissement. C'est pas vous qui les créez. On ne les crée pas, ce sont les associations qui les créent, ou les collectivités, ou les municipalités, et nous accompagnons l'effort d'investissement que va faire par exemple une collectivité. Et oui, sur la métropole, on a une métropole assez dynamique même sur la garde collective, mais sur les assistantes maternelles avec cette volonté de la métropole justement d'avoir des relais pour les professionnels. Donc oui, il y a de nombreux projets qui sont prévus. Très bien, merci beaucoup. Merci à toutes pour ce premier tour de table. Lucie Vacher et Sandrine Roulet, on vous retrouvera à la fin de ce direct. Vous nous direz ce que vous en retenez. Restez avec nous pour l'instant et vous pourrez bien sûr répondre aux questions des internautes qui nous suivent. On ouvre une séquence sur l'alimentation des jeunes enfants avec une vidéo. Nous sommes allés à la rencontre de Sabine Dupuis, qui est assistante maternelle à Villeurbanne. Au menu du jour, des fruits et légumes frais, locaux et de saison. Sabine est très à cheval là-dessus. Regardez. Je suis assistante maternelle depuis plus de 17 ans. Je garde 4 enfants, dont un périscolaire. Et je suis très vigilante sur l'alimentation. J'ai la chance que mon conjoint aille au marché m'acheter les fruits et légumes, ainsi que mes œufs. Et tout le reste des produits, c'est moi qui m'en occupe dans les supermarchés. Toute mon épicerie, je l'achète en vrac, ce qui est riz, pâtes, toutes mes graines. Ça m'évite le gaspillage des cartons et d'utiliser vraiment les proportions qu'il me faut. Après, je fais mes menus sur les 15 jours et tous les jours, je fais des menus différents pour les enfants que je prépare avant l'arrivée des enfants le matin. J'utilise les fruits et légumes tous les jours dans les repas avec les féculents et des protéines. Alors, lorsque les enfants ont du mal avec un légume, je vais faire des petites ruses en les mettant soit en compote, en mélangeant avec d'autres fruits, soit en les mettant avec des gâteaux au chocolat. Par exemple, le gâteau au chocolat à la courgette, ce qui permet aux enfants de goûter le légume sans s'en apercevoir. J'ai prévu aujourd'hui de faire des cakes aux pommes pour les enfants pour leurs 4 heures.
Dans les gâteaux, je leur laisse le sucre parce que déjà, je leur en mets pas dans les compotes. Donc les doses en général, soit je vais couper avec du fructose, soit du sucre, mais en général, je mets le sucre normal. Je suis devenue assistante maternelle au départ parce que je cherchais une nounou pour mon fils et comme il fait des allergies alimentaires et qu'en plus j'avais des horaires atypiques, ça a été très compliqué. Donc du coup, j'ai tout laissé tomber pour faire nounou. Et je regrette pas parce que j'ai vraiment un beau métier. Voilà, ça lancera notre sujet sur l'alimentation et je vous présente nos intervenants sur ce sujet. Le docteur Marie-Sophie Barthédorien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin, directrice santé PMI à la métropole de Lyon. À vos côtés, Sylvie Egea. Bonjour. Bonsoir. Sylvie. Vous êtes assistante maternelle à Rieux. De mon côté, Jessica Berger, chargée de projet à l'ADES du Rhône. Bonsoir. Bonsoir. L'association départementale d'éducation à la santé. Voilà ce qu'est l'ADES du Rhône. Et enfin, Arthur Puech, un papa. Bonsoir. Bonsoir. Un papa de 2 enfants accueillis chez l'assistante maternelle qu'on avait tout à l'heure, chez Alice. C'est ça. Et qui fréquente ce relais petite enfance Les Bouts de Choux à Rieux où nous sommes installés et d'où nous sommes en direct. Et je crois que Jeanne a 3 ans. Tout à fait. Et Iris 6 mois. Et Iris 6 mois. Très bien. Vous nous direz, vous représentez un peu ici les familles. C'est intéressant d'avoir votre réaction. On commence avec vous, Marie-Sophie Barthédorien. Qu'est-ce que la PMI que vous dirigez met en œuvre pour promouvoir une meilleure alimentation, plus respectueuse de l'enfant, plus respectueuse de l'environnement, des sujets de notre époque finalement? Oui, alors tout d'abord, excusez mon filet de voix. Je suis vraiment désolée, c'est pas de chance, mais c'est comme ça. Donc je vais faire avec. C'est pas grave, on va monter le micro, voilà. Ça va très bien se passer. Habituellement, c'est pas comme ça. On vous entend très bien. Alors la PMI accompagne les professionnels assistants maternels au quotidien, d'une part par différentes actions sur ces questions d'alimentation, notamment dans la formation initiale donc qui est mise en place par la métropole de Lyon, qui est une formation obligatoire avant, au moment de l'agrément, avant de pouvoir accueillir des enfants. La thématique de l'alimentation et des gestes éco-responsables a été introduite depuis plusieurs années sur comment utiliser les produits. On va en reparler tout au long de cette séquence. Les produits locaux de saison, on l'a bien vu dans la vidéo, au quotidien. Les professionnels puéricultrices parce que ce sont des femmes très majoritairement, totalement, accompagnent aussi les assistants maternels dans leur pratique au quotidien. C'est vraiment des professionnels ressources pour les assistants maternels, les relais petite enfance aussi. Et puis, depuis plusieurs années, la métropole, en partenariat avec l'ADES du Rhône, avec la CAF, avec l'Agence régionale de santé, le département, organise une journée qui s'appelle S'épanouir ensemble, qui a lieu en général en juillet. On a été bien gênés par la crise sanitaire pour le faire en présentiel, et qui traite de toutes ces questions-là, sur l'alimentation, on va le revoir après, sur les produits d'hygiène. L'objectif, c'est vraiment à travers des exemples d'actions concrètes mises en place par des professionnels de la petite enfance, comment ça peut se passer et de pouvoir mutualiser des bonnes pratiques. Très bien, on continue à en parler. Sylvie Egea, quel est le rôle de l'assistante maternelle? Comment vous le voyez, votre rôle de l'assistante maternelle dans l'alimentation des enfants dont vous avez la garde? L'alimentation, c'est déjà quelque chose de primordial pour les petits loups, ça c'est sûr. Et moi, ce que je vois, c'est surtout, pour ma pratique, c'est surtout le frais. C'est-à-dire que moi, c'est les parcours courts, les circuits courts du producteur à la maison. Frais et local. Oui, frais et local, oui. Donc, alors, qui dit frais dit aussi de saison, forcément. Oui, de saison, et surtout que sur Rieux-la-Pape, nous avons quand même la chance d'avoir beaucoup de producteurs, et même dans les alentours. Parce qu'on a sur Vancia, on a sur la Boisse, on a énormément de maraîchers. Et du bio même. Et du bio, donc on a beaucoup d'avantages par rapport à ça. Et c'est vrai que ça fait découvrir aussi aux enfants, parce que je me suis rendu compte que malheureusement, il y a des parents qui n'ont pas spécialement le temps, c'est la course, donc ils n'ont pas le temps de cuisiner avec leurs propres enfants. Donc du coup, c'est vrai que nous, on a le temps de leur faire découvrir les fruits et légumes de saison de par les visites justement sur ces marchés ou chez ces producteurs et leur faire découvrir plein de saveurs différentes. Ça fait combien de temps que vous êtes assistante maternelle? 21 ans. 21 ans. Est-ce qu'il y a une évolution là-dessus, sur l'alimentation? Oui. Est-ce que vous-même, vous avez évolué? Moi, j'ai évolué. De toute manière, je suis maman de 2 enfants qui maintenant ont 23 et 24 ans et j'ai toujours été pour le fait maison. Donc ça, de ce côté-là, ça ne change pas. Mais je trouve qu'on trouve de plus en plus. C'est vrai qu'on a plus de possibilités. Il y a de plus en plus de marchés, même des marchés nocturnes qu'on ne trouvait pas avant. Oui. Maintenant, il y a quand même des marchés nocturnes, donc je trouve très intéressant.
Marie-Sophie Berthet-de-Rien, qu'est-ce qu'il faut retenir de simple pour changer de comportement, adopter des gestes éco-responsables, meilleurs pour les enfants, meilleurs pour les familles, meilleurs pour l'environnement? Un exemple dans l'alimentation? Effectivement, comme vous l'avez très bien dit, madame, effectivement, c'est déjà de travailler, de cuisiner soi-même avec des aliments frais, les fruits et légumes de saison, des produits frais, locaux dans la mesure du possible, et effectivement d'éviter tout ce qui est plat tout préparé. On sait très bien aujourd'hui que ça c'est facile, qu'on peut tous y arriver et que c'est pas un objectif qui est trop compliqué à atteindre. Y compris pour les tout petits, hein, les premières alimentations solides par exemple? Oui, tout à fait. Dès la diversification alimentaire, hein, qui est maintenant autour de 4-6 mois, sans rentrer dans les détails techniques, mais effectivement de proposer ces produits et frais, préparés soi-même. Et alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais les assistantes maternelles, elles préparent les repas. C'est pas parfois les familles qui fournissent les repas, ça peut arriver? Alors ça peut arriver parce que surtout la première année, lors de la diversification alimentaire, c'est vrai que, et puis le plaisir des mamans aiment bien dans la journée, en fait, si on garde les enfants 10 heures par jour, les petites mamans, elles voient leur enfant que 3 heures en totalité. Donc du coup, pour elles, c'est un plaisir de se dire, j'ai fait à manger à mon enfant, il a eu quelque chose de ma part aujourd'hui. Et ça, c'est très, très important. Et puis après, avec la diversification, c'est un accord entre l'assistante maternelle et le parent employeur. Et alors, vous qui avez de l'expérience, est-ce que ça fait de vous aussi un relais, un conseil pour les familles? C'est-à-dire que les familles, quand elles vous voient donner de bonnes choses, des produits frais, des produits de saison, des produits éco-responsables à leurs enfants, est-ce que ça les tire dans le bon sens aussi? Ah oui, ça leur donne envie. Et puis déjà, rien que de ce que va dire l'enfant quand on va sur le marché, par contre, que le soir, il ramène ou une pomme, ou une poire, un fruit de saison, parce que des fois, ils veulent partir avec certains aliments. Donc du coup, c'est toujours sympa. La maman dit, le soir, comment je peux faire? Allez, une petite poire, on peut faire une poire au chocolat. Donc du coup, ça donne des idées, et puis voilà, quoi. Donc c'est sympa pour tout le monde. Il est 19h24, on est en direct, hein, et on a tous bien compris que la poire au chocolat, ça pouvait être très très sympa. Jessica Berger, je vous ai présenté comme de l'ADES du Rhône. En 2 mots, mais vraiment en 2 mots, qu'est-ce que c'est l'ADES du Rhône? Alors comme vous l'avez dit, c'est une association départementale d'éducation pour la santé. C'est une association qui aide toutes les personnes qui travaillent avec un public, que ce soit de la petite enfance, mais aussi des personnes âgées, à mettre en place de la promotion et la prévention à travers des actions de terrain envers les professionnels et avec leur public. Et alors, est-ce que vous aussi, vous œuvrez à la promotion d'une meilleure alimentation ? Tout à fait, ça fait partie des thématiques qu'on travaille dans la petite enfance, donc c'est alimentation, sommeil, activité physique, estime de soi, qualité de l'air, vraiment tout ce qui touche à l'enfant et la petite enfance, en tous les cas dans ce que je fais, et l'alimentation plus particulièrement. Comme là on le travaille, c'est-à-dire que on a vu le petit clin d'œil sur les sucres, et donc c'est vrai que le sucre c'est quelque chose qui nous en tant qu'adultes nous fait plaisir à donner aux enfants, mais qui n'est pas nécessaire pour son bien-être, enfin son bien-être, son plaisir mais pour grandir il en a pas besoin en fait physiologiquement. Donc c'est vrai que ça nous fait plaisir de le mettre. Mais on pourrait très bien donner des gâteaux sans sucre aux enfants et ne pas avoir à en rajouter du tout. Le fructose qu'on peut trouver dans les fruits sont nécessaires et suffisants pour l'enfant. Et en plus, le sucre, c'est le sujet d'un peu d'une sorte presque d'addiction. Quand on a commencé à en consommer, on en veut toujours et encore. Toujours plus, c'est un peu comme le sel. Donc plus on en met tôt, plus on va acquérir ce goût du sucre et donc avoir une appétence pour le sucre. C'est-à-dire que dans les produits industriels, en tous les cas, les yaourts pour les enfants, les céréales aussi, enfin vraiment tout ce qu'on peut donner facilement aux enfants, on va trouver une quantité de sucre assez impressionnante sur lequel on fait pas forcément attention, mais petit à petit, en cumulant tout ça, à la fin de la journée, on se rend compte qu'on a une grande quantité en fait, alors que l'enfant, comme je le répète, n'en a pas besoin pour son développement. Exactement. Mais bon, pour se faire plaisir, pour lui faire plaisir en petite quantité, dans les moments festifs, pourquoi pas? Très bien. Comment est-ce que vous dispensez ces conseils, ces formations ? Vous intervenez par exemple dans un RPE comme celui-ci ? Oui, tout à fait. La semaine dernière, il y a 2 semaines, je formais Marjorie justement à comment transmettre des messages de promotion et d'éducation à la santé aux parents. Et ensuite,
pour pérenniser un petit peu ces actions, je l'accompagne en co-animation avec les assistantes maternelles. Et puis, si nécessaire, on fait des temps de formation, de conférences pour les parents qui sont avec nous. Vous me faites une transition magnifique. Arthur Puech, vous êtes le papa de Jeanne et Iris, 3 ans et 6 mois, accueillis chez Alice, qu'on a vu tout à l'heure et qu'on reverra encore, et qui fréquente ce relais petite enfance à Rieux, d'où on est en direct, les bouts de chou à Rieux-la-Pape. Quand Sylvie parle de, pas l'éducation, mais disons la sensibilisation des familles au bien manger, au bien consommer, voilà, ça vous parle ? Bien sûr, ça nous parle en tant qu'individu, en tant que parent d'autant plus. Donc on y fait très attention et c'est un dialogue et un aspect très important dans la relation qu'on a avec l'assistance maternelle. Quand on travaille avec elle, c'est de savoir comment elle fonctionne par rapport à ça aussi, pour qu'on soit complètement en accord pour le bien-être de l'enfant et pour la continuité de l'éducation alimentaire, on va dire. Alors pour Iris qui a 6 mois, qui va peut-être bientôt rentrer dans la diversification. C'est fait. Ça commence. Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez plaisir à lui cuisiner des petites choses que vous donnez à l'assistante maternelle ou est-ce que vous lui faites confiance ? Alors pour Iris qui a 6 mois, on prépare les repas encore à la maison qu'on amène chez l'assistante maternelle. Par contre, Jeanne partage les repas avec les autres enfants que l'assistante prépare pour tout le monde. C'est une organisation qu'on a choisie comme ça, c'est un peu plus simple, mais c'est vrai qu'on prépare pour la petite et puis elle partage le reste. Marie-Sophie Barthédorien, c'est une articulation qui se fait bien comme ça, ces préparations à la maison, et puis à un moment où on bascule, on passe à l'alimentation toute assistante maternelle, avec le plaisir de faire le marché, de ramener sa petite pomme, de cuisiner. C'est important aussi cette relation à la nourriture. Oui, on l'a bien vu à travers le témoignage de vous, madame, et puis de vous en tant que papa. Je pense qu'effectivement, c'est important pour le professionnel assistant maternel et les parents d'être en communication, de pouvoir échanger et de trouver le mode de fonctionnement. Effectivement, on peut tout à fait entendre un passage progressif d'aliments préparés, de repas préparés par les parents. Puis petit à petit, avec la diversification alimentaire, les enfants ont aussi plaisir à partager le repas avec les autres enfants qui sont accueillis. Et puis bien sûr, dans la préparation des repas quand c'est possible ou d'aller au marché avec son assistant maternel, ce sont de belles expériences qu'il peut aussi partager au retour à la maison avec ses parents et ses frères et sœurs s'il en a. C'est le message qu'on peut passer aux professionnels de la petite enfance qui nous regardent aujourd'hui, qui n'auraient peut-être pas encore franchi le pas. Voilà, le marché avec les enfants, c'est une bonne idée. Sylvie ? Oui, pour moi, c'est une bonne idée. Nous, c'est tous les mercredis matins, avant d'aller au relais La Cabriole, où je suis adhérente. Et c'est vrai que c'est un plaisir pour tout le monde, aussi bien pour moi que pour eux. Oui. Le relais La Cabriole, qui est un autre relais. Qui est un autre relais de Rieux-la-Pape. Dans un autre quartier de Rieux. Quel quartier ? Les Alaniers. D'accord, les Alaniers. Jessica Berger, qu'est-ce qu'elles vous disent, les assistantes maternelles que vous rencontrez quand vous les sensibilisez à une meilleure alimentation ? C'est un message qu'elles reçoivent volontiers ? Oui, tout à fait. Elles sont toujours à cœur de pouvoir continuer à approfondir leurs connaissances, à aller plus loin, à justement être plus en adéquation avec notre ère, j'ai envie de dire, donc qui est de promouvoir cet aspect développement durable, bien-être de l'enfant, etc. avec les parents. Et donc du coup, elles aussi, elles se sentent valorisées quand elles peuvent échanger aussi avec les parents et leur transmettre aussi des informations. Et donc c'est tout le monde est plus riche comme ça de connaissances. Donc c'est super. Arthur Puech, est-ce que Jeanne, qui mange comme tout le monde, maintenant qu'elle a 3 ans, est-ce qu'elle mange des choses chez l'assistante maternelle qu'elle ne mange pas chez vous ? Parce que moi, j'ai une fille qui, longtemps, on a cru qu'elle ne mangeait pas de tomates, et l'assistante maternelle nous a dit, monsieur, chez moi, elle mange des tomates, elle se régale de bonnes tomates. Oui, ça arrive. Alors c'est surtout la quantité qui change entre l'assistante maternelle et la maison, mais on a la chance d'avoir une assistante maternelle qui est née en Guadeloupe et du coup qui amène des plats que nous on cuisine pas à la maison, qu'on ne connaît pas forcément. Donc ces plats-là notamment, elle les a découverts là-bas et puis elle s'en délecte. Après là comme ça, je saurais pas vous dire quel aliment précisément, mais oui, je sais qu'elle mange des choses chez la nounou qu'elle mange
peu ou pas à la maison. Bon, en tout cas, ça se passe bien, c'est formidable. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions en commentaire. On est là pour les prendre, pour les répercuter sur l'alimentation, même si on est en train de terminer cette séquence, mais on peut quand même en prendre d'autres. Sur l'hygiène, la séquence qui arrive. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour avoir participé à cette petite table ronde ici au relais Petite Enfance Les Bouts de Choux. On enchaîne avec l'hygiène, voilà, et avec une vidéo. On a rencontré Sandra Tavares, assistante maternelle dans le 4e arrondissement de Lyon. Elle nous a parlé de son approche des produits d'hygiène et notamment de son évolution vers des produits plus naturels. Regardez. Je suis assistante maternelle depuis 9 ans maintenant. Actuellement, je garde 2 enfants, 2 petits garçons, Marceau qui a 15 mois et Victor qui a 27 mois. Alors, concernant l'hygiène pour les enfants, ce sont les parents qui doivent nous fournir les produits. Généralement, ils nous fournissent des produits assez naturels. Pour ma part, je n'ai pas encore eu de parents qui me donnaient des lingettes ou des produits assez agressifs. On échange beaucoup avec les parents, que ce soit pour l'hygiène ou même pour les petits bobos quotidiens. Je m'intéresse beaucoup aux produits naturels. Moi, mon déclic, ça a été les tests sur les animaux. Ensuite, en m'y intéressant, effectivement, c'était sur l'environnement et puis sur ce que ça pouvait impliquer sur notre peau et notre santé. Donc voilà, j'étais pas très regardante et je le suis devenue beaucoup plus et je fais maintenant très attention. J'ai eu la chance d'avoir des amis thérapeutes et de faire beaucoup de salons de bien-être et d'apprendre justement les bienfaits des plantes, la coco, l'aloe vera, et qu'on a beaucoup de choses à portée de main qui coûtent pas très cher et qui sont bien meilleures pour la santé. Donc voilà, depuis quelques années, maintenant je fonctionne comme ça. Et pour l'entretien de ma maison, je privilégie le vinaigre blanc pour nettoyer les surfaces, les vitres, tout ce qui est plaques vitrocéramiques, c'est pareil. Le savon noir pour les sols, bicarbonate de soude. Et puis je nettoie aussi mes machines au vinaigre blanc, donc les bouilloires, le lave-vaisselle et puis l'intérieur du four, parce que du coup ça n'émane pas, il n'y a pas d'émanation de produits toxiques quand on met le four en marche. Pour les jouets, donc je privilégie la machine à laver pour tout ce qui est habits de poupée, les poupons, et pour le reste, tout ce qui est en plastique qui est assez dur, je mets dans un filet et ça part au lave-vaisselle. Je fais ce métier parce que j'adore les enfants, j'adore être au contact des enfants et je trouve que c'est un très beau métier. Voilà, Sylvie Egea nous a laissé et c'est Alice Gustave Picoury que nous retrouvons à sa place, toujours assistante maternelle à Rieux et présidente de ce relais Petite Enfance qui accueille notre direct ce soir. Il est 19h34 et nous sommes en direct de Rieux-la-Pape. Nous attendons vos questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, pourquoi pas sur l'hygiène puisque c'est le sujet qui nous occupe à présent. Marie-Sophie Barthédorien, je rappelle que vous êtes médecin et vous êtes directrice PMI Santé à la métropole de Lyon. Quelles sont les consignes que vous donnez, que vos services peuvent donner aux professionnels de la petite enfance en matière de produits d'hygiène ? Et puis quelle évolution, j'ai envie de dire ? Alors oui, c'est vrai que aujourd'hui, on a des études scientifiques qui nous ont étayé, qui nous ont apporté aussi l'intérêt d'utiliser des produits simples, comme on l'a vu dans la vidéo, en termes de produits d'hygiène dans le quotidien des assistants maternels. Donc ça, on a maintenant des études qui sont étayées, qui nous permettent de voir l'intérêt pour l'enfant et leur efficacité. Dans ce sens, on a d'ailleurs l'année dernière déjà travaillé avec l'association départementale d'éducation à la santé sur des tutoriels pour comment faire ces produits, utiliser les produits d'entretien simples au quotidien pour les assistants maternels qui sont diffusés sur le site du Grand Lyon et de la métropole. Donc c'est vraiment dans le quotidien des professionnels qu'on explique comment utiliser tous ces produits, soit au travers ces différents outils qu'on a pu réaliser, et puis au travers d'actions de communication qui s'appellent les mois de la prévention, que la PMI élabore de façon très régulière sur une thématique donnée, avec toujours une affiche sous forme d'accroche, et puis des outils un peu plus développés pour aller plus loin. Et récemment, on avait fait le mois de la prévention consacré à Ma famille respire.
l'importance de la qualité de l'air à l'intérieur de la maison. Et là, on parle de produits d'hygiène, voilà, d'entretien de la maison. Vous avez un exemple concret de la façon dont on peut changer un comportement, passer à un produit différent ou travailler différemment pour entretenir sa maison ou pour l'entretien de l'enfant également? Alors je crois que là vraiment ce qui a été montré dans la vidéo est très parlant. Hein. Vraiment le vinaigre blanc, c'est un produit qui en plus qui n'est pas cher, qui est simple d'utilisation, qui est très polyvalent. On peut l'utiliser dans beaucoup d'utilisations pour le nettoyage, pour détartrer, comme l'a dit l'assistant maternel, les bouilloires, un certain nombre de produits des produits de la cuisine, hein, des ustensiles de cuisine. Le savon noir pour nettoyer les sols, ça c'est très important. C'est un produit simple qui n'est pas dangereux pour la santé des enfants, contrairement à d'autres produits qui utilisent des produits chimiques potentiellement toxiques, notamment tous ceux en spray. Ceux-là, vraiment, faut vraiment les éviter. Tous ceux qui sont éventuellement avec des composants toxiques pour l'enfant. Et puis, effectivement, le bicarbonate qui est souvent associé au vinaigre blanc, et ben, ça permet de détartrer quand même très efficacement, notamment sa cuisine, mais aussi la salle de bain. Et c'est vrai que les produits du commerce, des produits un peu chimiques que vous évoquez, une fois qu'on les a passés, ça sent bon, ça sent le frais, ça sent le propre, comme on dit. Alors que le vinaigre blanc, bah, c'est une autre odeur à laquelle il faut s'habituer. Mais vous dites que c'est meilleur à la santé. Ça n'a rien à voir. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est encore sur cette représentation. Vous avez tout à fait raison. Ça sent le propre. Ça sent le propre. C'est vrai. Alors, c'est vrai que le vinaigre, c'est une autre odeur, hein, donc ce qui est pas, à laquelle tout le monde n'est pas habitué. Après, c'est une odeur qui est de courte durée. L'importance, même si on utilise du vinaigre blanc au quotidien ou le savon noir, un autre message qui est important à faire passer, c'est d'aérer sa maison, d'aérer l'espace intérieur, ce qu'on appelle pour améliorer la qualité de l'air intérieur, puisqu'on sait qu'on passe beaucoup plus de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur, que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur et que c'est très important, mais on en reparlera sans doute dans cette séquence, d'aérer tous les jours, au moins 10 minutes par jour, avant l'arrivée des enfants pour les assistants maternels. Attention aux accidents domestiques pendant leur présence, bien sûr, hein, mais ça vous le savez. Ça peut être avant l'arrivée des enfants, après leur départ le soir ou pendant la sieste, pour renouveler l'air de la maison et de ce fait, ça renouvelle les odeurs aussi, ça évite que les odeurs ne stagnent. Merci. Alors on a des questions qui nous arrivent. Hein. Je vous encourage à nous les faire passer toujours en commentaire. On nous demande évidemment, il y a une période de crise sanitaire, on est tous un petit peu au courant. Jessica Berger, peut-être vous pouvez nous répondre. Est-ce que le vinaigre blanc dont on parle est assez efficace pour la Covid-19 ? Alors sur cette question, je vais pas pouvoir répondre. Je me tourne vers le médecin. Mais par contre, je peux juste faire un attention. C'est vrai que pendant les périodes sanitaires, beaucoup de monde ont préconisé le retour à la javel. Et par contre, on ne mélange jamais javel et vinaigre blanc parce que là, c'est vraiment des toxiques. Des gaz très toxiques. Ça peut faire des gaz très toxiques. Et donc du coup, il faut jamais mélanger les deux. Donc soit on en utilise un, c'est-à-dire dans période normale. Le vinaigre blanc dilué, attention parce que le vinaigre blanc ça s'utilise pas forcément pur, surtout sur les meubles ou quoi que ce soit, on le dilue avec de l'eau. Comme ça sent déjà moins fort. Et donc du coup, si on décide de passer à la javel dans les cas de pandémie, là il faut faire plusieurs rinçages à l'eau claire avant d'utiliser de la javel, ce qui n'est pas forcément. Je laisse la parole du coup à Marie-Sophie. Et juste avant, d'une manière générale, c'est jamais une bonne idée de mélanger des produits chimiques. Le vinaigre blanc est un produit chimique aussi. C'est jamais une bonne idée de le faire comme ça. Sur la Covid, oui. Docteur Barthé-Dorian. Alors, pardonnez-moi, vous avez tout à fait raison. L'importance d'utiliser peu de produits. C'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit jusqu'à maintenant, mais peu de produits, ça aussi, c'est un maître mot. Hein, éviter d'avoir trop de choses chez soi, ça c'est une évidence, que ça soit dans les produits d'entretien, les produits d'hygiène, les cosmétiques. Sur la question de la crise sanitaire, effectivement, on s'est tous interrogés au départ sur quelle efficacité du vinaigre blanc. Effectivement, aujourd'hui, on sait que le vinaigre blanc agit et détruit le virus, ce virus-là en tout cas. Donc on est plutôt rassuré sur l'utilisation du vinaigre, même en cette période
compliqué au plan sanitaire. Et puis j'en profite quand même pour réinsister sur le lavage de mains à l'eau et au savon, qui est efficace aussi, évidemment, sur le virus et qui complète bien tous ces produits d'entretien aussi. Très bien, merci. Alice Gustave Picouri, qu'est-ce que vous utilisez vous comme produit ménager pour l'entretien de la maison, et est-ce que vous avez évolué, est-ce que vous changez vos habitudes? Le vinaigre blanc pour le sol. Donc par le passé, comme tout un chacun, donc j'aimais bien les autres marques, et petit à petit donc on revient au vinaigre blanc. Ouais. Voilà. Donc beaucoup de lavage au nettoyant en vapeur. Tout ce qui est le plus naturel possible. On peut faire le sol, on peut faire les tables qui sont devant nous, par exemple. Oui, et ça équivaut à moins de produits sous l'évier, en sécurité bien évidemment, et un produit classique qu'on trouve de partout. Et en plus, ça coûte pratiquement rien. Exactement. Et l'évier, docteur Barthédorien, toujours verrouillé. Mais ça, évidemment, les professionnels de l'accueil des enfants le savent particulièrement. Arthur, un petit mot. Ça sent le propre chez votre assistante maternelle, j'imagine évidemment que oui. Mais est-ce que là aussi, les produits qu'elle peut utiliser, ça peut donner des idées à la famille? Ça peut donner des idées. On a parlé des produits d'entretien, notamment pour le sol, les meubles, mais aussi pour les produits d'entretien des ustensiles de bébé, des biberons, etc. On prend conseil évidemment auprès de son professionnalisme pour savoir quelle marque choisir. Parfois, ça aide effectivement, oui. Alors j'ai des questions qui nous arrivent. Quel produit pour désinfecter les jouets tous les jours, sans produits chimiques et surtout sans danger pour les enfants? On voit sur cette petite table du relais petite enfance des bouts de chou, un petit camion, des balles, des différents jeux, des puzzles. Comment est-ce qu'on peut faire? Qui peut répondre? Comment vous faites, vous, Alice? Donc nettoyage vinaigre blanc, donc la vaisselle quand c'est possible, et autrement une de nos préconisations c'est la quarantaine. C'est-à-dire de mettre des choix de côté, donc pour également, ça aide également. Et alors pour nettoyer, une petite lavette en tissu, du vinaigre de blanc dessus, voilà. Dilué, toujours dilué, et donc bien laisser sécher avant de réutiliser, parce que souvent c'est les enfants qui mettent à la bouche. Le détartrage c'est bien, mais les bactéries. Marie-Sophie Barthédorien, vous redites que les bactéries sont attaquées par le vinaigre blanc? En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça a un effet bactéricide sur la plupart des bactéries, des virus. Et notamment, je sais pas, la gastro, la grippe. Voilà. Alors, ceci étant, c'est vrai qu'en période d'épidémie, on a eu vous le savez, une épidémie récente chez les tout petites bronchiolites. Oui. Donc là, il faut vraiment redoubler de prudence dans ces moments-là. Pour autant, actuellement, on n'a pas d'alerte particulière sur ces produits utilisés au quotidien. Mais encore une fois, ça n'empêche pas de respecter les gestes barrières et notamment le lavage de mains, qui est très important au moment des épidémies. On le rappelle. Et en plus, là aussi, c'est une habitude à donner, évidemment. C'est tout à fait vertueux. Allez, on va terminer sur le vinaigre blanc avec une dernière question, parce que c'est quand même quelque chose qui j'ai l'impression, intéresse nos internautes. On est perdu entre les formatrices qui nous disent que le vinaigre blanc ne désinfecte pas et vous qui dites que ça nettoie. Alors, qui est-ce qu'on croit? Est-ce qu'il y a une coordination qui reste encore à faire sur l'information? C'est beaucoup de changements de pratique de toute façon, et je pense qu'effectivement, on est peut-être aussi beaucoup ancré sur les représentations des produits d'auparavant qu'on utilisait, qui sentent souvent bons, qui ont cette odeur de propre, avec plus d'efficacité. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que beaucoup de produits chimiques ont des effets nuisibles, des effets sur la santé des enfants. Et comme vous l'avez très bien dit, madame, on sait que les enfants explorent le monde avec leurs mains, avec leur bouche. Ils mettent les jeux, les jouets à la bouche, et que ça a sûrement plus de toxicité, ces produits chimiques, sur eux, que tous les autres produits dont on parle aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle aussi des produits d'hygiène de l'enfant, les produits qui vont sur la peau de l'enfant, avec lesquels on les nettoie. Jessica Berger, vous avez des exemples concrets? C'est quoi la tendance aujourd'hui des assistantes maternelles, des professionnels de la petite enfance, ou même des familles, pour quand on veut être un peu plus éco-responsable, faire plus attention encore à la santé de son enfant, à l'environnement?
Alors la tendance, je dirais qu'on aimerait en tous les cas, c'est qu'il y ait de moins en moins de produits, tout simplement. Déjà, rien que limiter le nombre de produits, que ce soit pour la maison ou cosmétiques pour le corps, c'est déjà bénéfique pour tout le monde, que ce soit pour la planète, pour le portefeuille de chacun, et aussi pour la santé, en fait, tout simplement, parce que quand on multiplie le nombre de produits, on multiplie le nombre de risques. Donc voilà, c'est limiter vraiment le nombre de produits et le prendre le plus naturel possible, c'est-à-dire avec le moins d'ingrédients. Et ça, quand on prend des produits de l'industrie, en tous les cas, il n'y a pas la liste des ingrédients, ou alors on sait pas les lire, ou alors on sait tout simplement pas ce que ça veut dire. Donc c'est bien la preuve que c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Et quand on fait soi-même ses propres produits, bah déjà on sait ce qu'il y a dedans, on maîtrise ce qu'il y a dedans. Et surtout, on peut faire attention à ce qu'on utilise. Donc voilà. C'est une tendance de faire ses produits soi-même de plus en plus. Au début, c'était une poignée de gens un petit peu originaux qui faisaient leurs produits eux-mêmes, leur savon, leur shampoing, leur crème. Aujourd'hui, on observe que la société, ça se répand de plus en plus dans la société. Est-ce qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on fait et aux produits qu'on mélange, qu'on assemble? Alors tout à fait, comme je l'ai dit, si on mélange des produits qui ne sont pas faits pour être mélangés, ça devient toxique. Et tous les produits naturels ne sont pas forcément bons pour la santé. C'est pas parce que c'est naturel que c'est automatiquement bon pour la santé. Exactement. Donc ça, faut faire très attention à ça. C'est-à-dire, surtout, j'ai en tête les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont très à la mode, que ce soit pour le parfum d'ambiance ou sur tout ce qui est toutes les propriétés qu'elles peuvent avoir quand on les met dans des produits cosmétiques ou d'hygiène. C'est les huiles essentielles, en tous les cas, elles sont potentiellement à risque et voire dangereuses pour la santé des enfants, mais aussi des femmes enceintes ou des personnes fragiles. Donc en fait, il faut toujours demander conseil à son pharmacien. Donc moi j'ai fait l'expérience de demander quelles huiles essentielles on pouvait utiliser pour les enfants et clairement à plusieurs pharmacies on m'a dit aucune huile essentielle n'est autorisée. Pour les enfants, et il y en a certaines qui sont carrément dangereuses pour aussi les femmes enceintes. Donc vraiment, quand on fait son produit soi-même, on limite déjà le nombre d'ingrédients, mais aussi on demande conseil à son pharmacien si on utilise des produits qu'on n'a pas l'habitude ou qui semblent sympas à utiliser pour les odeurs. En fait, ce n'est pas ça sent le propre. Qu'il faut dire maintenant, c'est ça sent soit neutre, soit ça sent bon parce que ça ne sent rien et le rien c'est ça qui est bénéfique parce si ça sent trop le propre, là aussi c'est suspect un petit peu. Ça sent le propre pour moi c'est des produits qui peuvent être en fait néfastes pour la santé. Les dernières études ont montré que les femmes et les hommes qui passaient le ménage régulièrement et voire très très régulièrement avaient plus de problèmes et potentiellement autant de problèmes que des fumeurs. Donc c'est quand même assez parlant. Donc sur ça, les produits qu'on peut utiliser, faut faire attention. C'est vraiment limiter le nombre de produits, mais toujours en essayant de désinfecter quand même pour que ça reste sain. Docteur Barthet-Dorien, vous êtes sur cette ligne aussi. Je crois qu'on parle des perturbateurs endocriniens. On en parle beaucoup de ça. Oui, tout à fait. Alors, bien d'accord avec ce que Jessica Berger a expliqué. C'est vrai aussi, il faut se méfier des enseignes un peu alléchantes, commerciales. Bien toujours regarder la composition des produits, même dits naturels. Privilégier aussi certes les labels qui sont de qualité. Et puis, quand on fait ces produits soi-même, je pense que c'est important aussi de mettre la date à laquelle on a fait ce mélange. Ça se conserve pas éternellement. Voilà, exactement. Et de bien en parler à l'assistante maternelle quand on confie en tant que parent ce produit pour être bien sûr qu'il soit pas utilisé non plus trop longtemps parce que ça c'est important. Et puis sur les perturbateurs endocriniens, effectivement, vous savez qu'on les retrouve dans l'alimentation, dans les produits d'hygiène, les cosmétiques, dans beaucoup de notre environnement. Et on sait aujourd'hui que ils ont un effet négatif sur la santé, potentiellement, particulièrement chez les jeunes enfants.
Arthur Pêche, c'est un sujet qui vous sensibilise, ça, les produits que vous mettez sur la peau d'Iris, 6 mois, votre jeune enfant? Bien sûr, on y fait très attention. Alors on évite le vinaigre blanc sur les enfants du coup. Oui, ça c'est bien, une bonne idée, je confirme. Oui, on y fait attention, on en parle avec Alice, on sait ce qu'elle met sur ce qu'elle utilise pour nettoyer Iris ou Jeanne, et puis on en discute régulièrement s'il y a un changement. On fait très attention, comme tout le monde, j'imagine. Vous avez l'impression, alors Jeanne a 3 ans, mais vous êtes comme nous toutes, nous tous dans la société. Vous avez l'impression qu'on fait de plus en plus attention à ça, évidemment. Nous, quand on était enfants, oui, on nous barbouillait de la crème à la mode du coin, et ça se passait très bien. Évidemment, ça change, ça évolue, ça. Oui, après, il y avait peut-être moins de choix aussi à l'époque pour l'entretien, le soin. C'était peut-être plus simple aussi, je sais pas, mais c'est vrai qu'on y fait de plus en plus attention, peut-être, et peut-être à juste titre, je pense. Je pense aussi. Alice, quel est votre point de vue sur ces produits? On a parlé tout à l'heure des produits d'hygiène de la maison, oui, mais ce qu'on met sur la peau des enfants, c'est vraiment essentiel, évidemment. N'ayant pas fait d'études dans tout ce qui est fabrication, donc j'ai des collègues qui le font très bien, donc je préfère la bonne lavette et de l'eau à l'ancienne. Voilà, ou du coton avec du liniment, voilà. Ah, le liniment, on parlera du liniment tout à l'heure. J'ai une question qui m'arrive sur l'hygiène de la maison cette fois-ci, mais je crois que vous en avez parlé, Alice, mais peut-être que Marie-Sophie Barthédorien peut compléter. Nettoyer à la vapeur, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est sain? Oui, alors effectivement, ça fait partie des nouveaux modes, enfin des nouveaux, en tout cas des modes pour nettoyer l'intérieur qui ont été un peu redécouverts. Notamment y compris dans des lieux de soins. Je pense au sol, par exemple. Le sol, c'est vrai qu'à une époque, on avait tendance à utiliser beaucoup de produits chimiques. Et finalement, on sait que le sol, de toute façon, il va se souiller à nouveau, parce que on marche dessus. Donc, le nettoiement par la vapeur peut être aussi un mode de nettoiement qui peut être aussi intéressant, qui se développe aussi beaucoup. Je sais que les assistants maternels le pratiquent en dehors des périodes d'accueil des enfants, qui peut être aussi intéressant. Vous le faites, Alice? J'ai les deux. Et j'avoue que j'ai une préférence quand même pour le sauce-serpillière plus pratique, puisqu'il n'y a pas le côté électricité qu'il faut recharger derrière. Très bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation à cette séquence hygiène. Et on va terminer cette petite séquence avec une dernière vidéo, un petit bonus en quelque sorte. Il s'agit d'un tutoriel pour faire votre propre liniment maison. Regardez, c'est astucieux et c'est assez facile. Aujourd'hui, nous allons préparer du liniment. Le liniment est un produit hygiénique qu'on utilise lors du change du bébé lorsqu'il a les fesses irritées. Il est composé d'ingrédients naturels. Pour préparer 250 ml de liniment, il vous faut une balance, un mixeur, un récipient, un flacon, 125 g d'eau de chaux, 6 g de cire d'abeille et 125 g d'huile d'olive. C'est parti! Dans un récipient, mettre la cire d'abeille et l'huile d'olive. L'huile d'olive peut aussi être remplacée par de l'huile de tournesol. Oubliez les huiles à base de fruits à coque, comme celles d'amandes douces, qui peuvent être allergènes. La cire d'abeille sert d'émulsifiant et permet donc d'avoir une texture plus onctueuse. Faites chauffer l'ensemble au bain-marie pour faire fondre la cire d'abeille. Une fois la cire fondue, sortez le récipient du bain-marie et ajoutez l'eau de chaux. Cette dernière permet d'alcaliniser la solution en contrant l'acidité des urines. Bien mélanger à l'aide d'un mixeur jusqu'à obtenir une texture crémeuse, un peu comme une mayonnaise. Versez votre liniment dans un flacon, de préférence en verre. Fermez avec un bouchon poussoir pour que ce soit plus pratique d'utilisation ou par un simple bouchon. Pensez à l'étiqueter avec sa date de fabrication. Vous pouvez le conserver pendant environ 15 jours à l'abri de la lumière et de la chaleur. N'oubliez pas de bien secouer votre flacon avant chaque utilisation. Voilà, Jessica Berger, c'est votre recette du liniment? Oui, tout à fait. J'ai fait ma manucure pour ça.
À quoi ça sert le liniment ? Le liniment, c'est à mettre sur l'enfant pour protéger un petit peu s'il a les fesses un petit peu rouges ou légèrement irritées. Après, c'est un produit aussi cosmétique qu'on peut très bien éviter tout simplement en mettant de l'eau, du savon, nettoyant et en laissant les fesses à l'air libre. Donc ça, c'est le plus sain, c'est quand même qu'il n'y ait rien. Donc le liniment, ça sert juste à mettre un petit peu plus d'alcaliniser un petit peu les fesses qui peuvent être acidifiées par les urines du bébé. Très bien, merci beaucoup. Restez avec nous. Il nous reste quelques minutes avant de conclure ce direct et pour répondre aux questions que vous nous envoyez en commentaire. Vous nous suivez sur la page Facebook de la Métropole avec Lucie Vacher qui nous a rejoint. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la Métropole de Lyon, déléguée à l'enfance, la famille et la jeunesse. Et puis Sandrine Roulet, directrice adjointe de la CAF du Rhône, la Caisse d'allocation familiale. Alors, on a des questions un peu larges, notamment sur la médecine du travail. Pourquoi il n'existe pas de médecine du travail, nous demande une assistante maternelle. Il y a une vingtaine d'années, cela existait. Qui peut répondre à cette question ? Docteur, partez de rien. Alors en fait, il n'existait pas de médecine du travail justement pour les assistants maternels. La PMI avait ce rôle de suivi médical des assistants maternels qui, avec le temps, parce que c'est vrai qu'en termes de mission, les missions des professionnels de PMI aussi ont augmenté, ils pouvaient plus forcément assurer cette mission-là. Donc c'est le médecin traitant de l'assistant maternel qui était l'interlocuteur. Et justement, dans les récentes lois là qui sont parues en septembre, il y a 2-3 mois là, sur l'accueil de l'enfant, notamment les assistants maternels, cette question de la médecine du travail pour les assistants maternels a enfin été remise à l'ordre du jour parce que c'est vrai que c'est indispensable. Très bien. Vous vouliez aussi insister sur l'importance des 1000 premiers jours de l'enfant pour son développement futur. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors effectivement, cette période dont on entend beaucoup parler, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a reconnu aujourd'hui, a identifié cette période des 1000 premiers jours, qui est en gros de la grossesse aux 2 ans de l'enfant. C'est une période essentielle, c'est une période charnière, c'est une fenêtre de tir. C'est une période particulièrement importante pour l'enfant où son système immunitaire, l'enfant est en construction et c'est une période où il est très important d'agir en prévention précoce pour qu'il constitue son capital santé. Et c'est vraiment une période où il faut être vraiment très sensible et sensibilisé à toutes ces questions de santé environnementale pour qu'il ait un capital santé préservé pour la suite. Merci. Sandrine Roulet, comment est-ce qu'on peut trouver un assistant ou une assistante maternelle et comment on la salarie ? Comment ça se passe ? Alors, on peut trouver une assistante maternelle ou un assistant maternel en allant sur monenfant.fr. Le site géré par la branche famille s'est considérablement développé. Donc, nous avons invité tous les assistants maternels, tous les professionnels à s'inscrire sur le site. Alors, elles vont pouvoir inscrire évidemment leur disponibilité, leur nom, leur adresse. Mais ce qui me paraît le plus important pour valoriser le métier, c'est qu'elles vont pouvoir également inscrire leur projet. Ça peut être un projet, alors j'ai plutôt un projet orienté vers donc tout ce qu'on a pu évoquer précédemment, ou alors j'ai un projet, je souhaite faire des produits, je fais des produits frais, je vais au marché, je vais au relais petite enfance, j'ai la possibilité aussi d'accueillir des enfants en situation de handicap. Donc déjà, c'est important parce que ça permet de valoriser, elles présentent leur projet. On n'est pas simplement sur le mode d'accueil avec des horaires. Donc ça me paraît important. Donc je les invite, toutes celles qui nous écoutent, à s'inscrire. Nous avons écrit à toutes. Et ensuite, alors pour rémunérer une assistante maternelle, donc le parent employeur donc paye l'assistante maternelle. Et c'est vrai qu'auparavant, avant 2019, il attendait pour avoir un retour sur les charges sociales et que désormais, quand même depuis 2019 avec Page Emploi Plus, ça simplifie considérablement la relation parent-employeur. C'est-à-dire que la rémunération de la professionnelle ou du professionnel est directement prélevée sur le compte du parent. Déduction faite des charges sociales. Donc c'est quand même une grande avancée aussi qui permet à des parents d'avoir recours à des modes d'accueil individuels. Et ensuite c'est Page Emploi Plus qui
qui va rémunérer pour son salaire net le professionnel. Donc c'est une vraie avancée qui évite aussi aux parents de faire l'avance en attendant d'avoir la réduction des charges. Très bien. Lucie Vacher, je crois que vous souhaitez associer encore mieux les assistantes maternelles dans les réflexions autour de leur propre métier. Comment faire et quel est votre projet là-dessus ? Oui, exactement. Alors dans le cadre déjà de cette semaine des assistants maternels où on les met en valeur et on fait en sorte que ces professionnels puissent prendre la parole comme c'était le cas ce soir. On avait été un peu restreint l'année dernière pour des raisons Covid, et puis on aimerait faire en sorte que pour l'année prochaine ce soit les professionnels qui co-construisent cette semaine des assistants et assistantes maternelles. Donc s'il y en a qui sont intéressés, ils et elles peuvent prendre contact avec leur PMI. Et puis répondre aussi à un courrier qui leur a été envoyé pour donner l'autorisation à la PMI d'utiliser leur adresse mail pour qu'on puisse déjà commencer à garder des liens. Et voilà, donc pour les personnes intéressées, l'occasion est faite de pouvoir participer. Alors ça sera dans l'année parce que ça prend un peu de temps de construire toute une semaine avec un programme, mais voilà, pour pouvoir vraiment leur donner toute la place. Alors on nous demande aussi beaucoup d'échanges entre assistantes maternelles. Comment faire qu'elles dialoguent plus, qu'elles échangent plus. Peut-être que si on propose de nouveau un live comme ça, on fera dialoguer plus les assistantes maternelles entre elles. Voilà, on peut nous reprocher parfois d'avoir fait un peu trop de formation, mais c'est vrai que je dirais plus que c'était de l'information sur ces sujets qui sont essentiels, que sont l'alimentation et l'hygiène. Mais c'est vrai que d'une manière générale, et on sent que le succès de ces relais petite enfance en est la preuve, les assistantes maternelles ont envie d'échanger entre elles. Et ça, à la métropole, vous avez envie de le favoriser aussi. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est vrai que ça fait partie des retours et ça a été dit tout à l'heure, la question de l'isolement, d'être chez soi, parfois, seul à un moment donné pour exercer ce métier. Donc il y a des professionnels qui cherchent à pouvoir se rencontrer. Les relais petite enfance sont les lieux vraiment pour le coup. Pour ce soir, il y avait le chat où c'était possible d'échanger aussi, de poser des questions. Et puis après, il y a des assistants maternels qui réfléchissent à d'autres modes d'exercice, soit en se rassemblant dans des crèches familiales ou dans des maisons d'assistants maternels aussi. Donc c'est des formes alternatives qui existent comme ça pour rencontrer d'autres professionnels et exercer différemment ce métier. Très bien. Et vous, Jessica Berger, à l'ADES du Rhône, vous avez peut-être aussi vocation à susciter ce genre d'échange, de temps de rencontre Oui, nous on organise le plus souvent possible des temps de rencontre parce que c'est là où on valorise le professionnel, le parent dans ses connaissances, c'est-à-dire que les connaissances, la plupart du temps, les gens les ont et c'est en échangeant qu'on évolue. Donc nous, notre part, c'est plutôt d'être animateur dans ces groupes et de laisser la parole aux professionnels et aux parents pour échanger. Très bien. Eh ben, ça peut répondre peut-être à ce besoin. En tout cas, on va suivre ça de près. Il est 20h04, nous sommes toujours en direct et on va conclure ce direct. On avait dit qu'on vous prendrait une petite heure de votre temps. Il est temps peut-être d'aller aussi dîner en famille. Je vous propose quelques mots de conclusion. Lucie Vacher, vice-présidente de la métropole, qu'est-ce que vous retenez de ce temps d'échange de ce soir ? Je retiens une forte volonté des professionnels de se former et puis d'échanger, de parler de leur métier. Je voyais dans le chat certaines réactions qui étaient vraiment, oui, cette volonté de marquer. On est des professionnels de la petite enfance, voilà, il faut l'assurer, il faut le dire. Et donc voilà, je trouve que c'est des professionnels, on le voit, qui se forment et qui là, il y a quelques pistes qui ont été données pour des gestes assez simples finalement, venir encore aussi améliorer l'accueil de l'enfant. Très bien. Eh bien, ce seront les mots de la fin. Merci à toutes de votre participation. Merci aux nombreux internautes qui nous ont suivis et qui ont contribué par leurs témoignages, leurs remarques et leurs questions. C'est la fin de ce direct. Merci au relais Petite Enfance, les bouts de chou de Rieux-la-Pape qui nous a très très gentiment accueillis. Promis Marjorie, on va tout ranger. Merci aux équipes de la métropole qui ont rendu possible ce direct. On vous donne rendez-vous dans d'autres temps d'échange. Vous l'aurez compris, c'est vraiment la volonté de la métropole de vous accompagner là-dessus. Cette vidéo est immédiatement disponible en replay, comme on dit. N'hésitez pas à la partager auprès de personnes qui pourraient être intéressées. À bientôt. Bonne soirée. Merci.